Hello, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je trouve qu'il fait froid, il pleut chez nous, mais sinon ça va. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, si le son n'est pas comme d'habitude et l'image n'est pas comme d'habitude, je me filme avec un appareil photo. J'apprends les réglages, donc ne m'en voulez pas si c'est pas nickel. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons partir aux États-Unis, à Los Angeles, et je vais vous raconter l'affaire d'Elizabeth Short, appelée par des journaux et des livres le Dahlia noir. Alors installez-vous bien et c'est parti! Le 15 janvier 1947 à 10h30, à Los Angeles, une femme du nom de Betty Basinger se promène avec sa fille de 3 ans, lorsque son regard est attiré par une forme qui est au sol. Au début, elle pense que c'est un mannequin en plastique. Mais en s'approchant, elle se rend compte que c'est le corps d'une femme atrocement mutilée. Le corps a été sectionné en deux au niveau du nombril. Les bras forment un angle de 45 degrés au-dessus de la tête et les jambes sont écartées. Choquée, Betty rentre chez elle en courant et prévient la police. Les policiers arrivent sur les lieux du crime en quelques minutes. Des journalistes et des curieux les précèdent, piétinant des potentiels indices. Les policiers éloignent les curieux et procèdent aux premières constatations. La rosée qui s'est formée sur le corps prouve que la victime a été déposée avant 2 heures du matin, car la température à cette heure-là était descendue à 3 degrés. Le meurtrier s'est servi d'un couteau pour lacérer sa bouche d'une oreille à l'autre. Il y a aussi des marques autour de ses poignets, causées certainement par une corde. La victime mesure à première vue un peu plus de 1,65 m et dans les 55 kilos. Ses cheveux avaient une teinture récente. Après les premières constatations, les policiers font appel au médecin légiste. Pendant ce temps, le FBI tente de découvrir l'identité de la victime grâce aux empreintes digitales. Ils envoient un dossier au Los Angeles Police Department et l'identité de la victime tombe enfin. C'est Elizabeth Short, âgée de 22 ans. Elizabeth avait été arrêtée quelques années auparavant pour ivresse sur la voie publique. Elizabeth Short est née à Boston le 29 juillet 1924. Elle est la troisième des 5 filles de Phoebe et Cleo Short. Son père dirigeait une société spécialisée dans la construction de golf miniatures, une activité rentable jusqu'au crash boursier en octobre 1929. Ruinée, Cleo Short est tombée dans une terrible dépression. D'ailleurs, un jour, on va retrouver la voiture de Cleo Short sur un pont. À première vue, il a mis fin à ses jours en se jetant dans la rivière. Mais, quelques années plus tard, sa femme Phoebe reçoit une lettre de Californie qui vient de Cleo, et dans cette lettre, il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle le rejoigne en Californie avec les filles. Mais Phoebe refuse. Elle ne veut plus jamais entendre parler de l'homme qu'il a laissé tomber pendant des années et qui s'est fait passer pour mort. Asthmatique, Elizabeth passe pendant son adolescence plusieurs hivers à Miami, chez des amis de sa mère. Elle gagne de l'argent en travaillant comme serveuse dans un restaurant. En 1943, elle décide d'aller voir son père qui travaille
dans des chantiers navals de la baie de San Francisco. Ensuite, Elizabeth et son père louent un appartement à Los Angeles. Mais l'entente ne dure pas. Par la suite, Elizabeth décroche un travail à la base militaire de Camp Cook, à Lompoc, au nord de Los Angeles. D'ailleurs, là-bas, elle ne passe pas inaperçue, car c'est une jolie fille, sensuelle et romantique. Le 23 septembre 1943, elle est arrêtée à Santa Barbara pour ivresse sur la voie publique. Elle passe quelques semaines en prison et elle retourne en Floride. Elle fait la connaissance de Major Matthew Jr. du 2e Air Commando Group. Peu après, il est envoyé sur le front asiatique. Elizabeth dit à plusieurs de ses amis avoir reçu une lettre de Matthew qui la demandait en mariage. Mais Matthew meurt dans un accident d'avion le 10 août 1945. En juillet 1946, Elizabeth retourne à Los Angeles où elle renoue avec un ancien flirt, Joseph Gordon, qui est lieutenant dans l'armée de l'air à Long Beach. Peu de temps après, Joseph quitte la côte ouest pour la Caroline du Nord. Mais malgré tout, il continuera à lui envoyer de l'argent et de communiquer avec par lettre. La dernière lettre qu'il reçoit, c'est le 8 janvier 1947. Elizabeth lui dit son intention d'aller à Chicago pour devenir top modèle. Jusqu'en février 1947, Elizabeth enchaîne les locations sans rester dans le même hôtel plus de 15 jours. Entre le 13 novembre et 15 décembre 1946, elle vit dans un petit 2 pièces à Hollywood avec 8 autres femmes qui sont serveuses, danseuses ou opératrices de téléphone. Le loyer est de $1 par jour, mais malgré cette petite somme, Elizabeth ne peut pas payer et évite au maximum de croiser le propriétaire. Une des colocataires confie plus tard au Los Angeles Times qu'Elizabeth venait à l'appartement au bras d'un homme différent chaque jour. Ce qu'étonne les enquêteurs, c'est qu'Elizabeth n'a aucun ou aucune amie proche, comme si elle s'était simplement contentée de rencontres éphémères. La dernière personne à avoir vu Elizabeth vivante est un homme du nom de Robert Manley, âgé de 25 ans. Robert explique aux enquêteurs avoir rencontré Elizabeth à San Diego la nuit du 8 janvier 1947. Elle était seule et elle ne savait pas où aller. Robert lui a proposé de faire un tour en voiture. Au début, Elizabeth refuse, mais voyant que Robert n'avait pas de mauvaises intentions, elle monte dans sa voiture. Elle lui confie avoir été recueillie quelque temps par une famille qui a eu pitié d'elle en la voyant passer la nuit entière dans un cinéma. Ensuite, elle a été priée de quitter les lieux, le même jour où il l'avait vue à San Diego. Un peu plus tard, Robert et Elizabeth prennent une chambre d'hôtel, mais ils n'ont pas eu de relations sexuelles. Le lendemain, Robert l'amène à Los Angeles et il lui a payé la consigne pour qu'elle récupère sa valise, car elle lui a dit qu'elle allait à Berkeley pour retrouver sa sœur qu'elle avait rencontrée la veille dans un hôtel à Los Angeles. Après la déposition de Robert, les policiers mènent leur investigation dans les endroits où Elizabeth est restée les quelques mois avant sa mort. Ils interrogent les colocataires, les voisins, les commerçants, en espérant avoir un renseignement. Ils interrogent aussi le père d'Elizabeth, Cléo Short. Mais Cléo dit ne pas avoir vu sa fille depuis longtemps, car il était fâché avec elle. Et là, accrochez-vous bien, il était fâché avec elle, il ne lui parlait plus, car Elizabeth avait refusé d'être sa maîtresse de maison. Et à cause de ça, Cléo a même refusé de reconnaître le corps de sa propre fille. Entre-temps, le médecin légiste pratique une autopsie. Et l'autopsie va révéler que les intestins, le foie et la vésicule d'Elizabeth ont été enlevés après la mort.
La partie inférieure du corps révèle l'absence de tous les organes reproducteurs. Elle n'était pas enceinte et n'a pas été agressée sexuellement. Elle a une perforation sur la paume de la main. Elle est morte de sa blessure à la bouche ou de coups peut-être causés avec une batte de baseball. Le meurtrier a aussi vidé le corps de son sang et il l'a lavé possiblement dans une baignoire. Pendant que le LAPD interroge les anciens petits amis d'Elizabeth, les journaux décrivent avec les détails comment elle a trouvé la mort. Ils la surnomment aussi le dahlia noir, peut-être par rapport au dahlia bleu, un film réalisé par George Marshall. Après la divulgation des premières informations, une trentaine de personnes se sont présentées à la police pour s'accuser du meurtre. Il y a aussi des lettres anonymes. Tout ça a fait perdre du temps aux policiers, car ils ont dû explorer toutes les pistes, même les plus farfelues. Les enquêteurs ont tout de même la certitude que le crime a été commis par quelqu'un qui avait des connaissances en chirurgie. Et avec l'accord du FBI, ils demandent à la direction de l'Université de la Californie du Sud, située à proximité du lieu du crime, de leur fournir la liste des étudiants en médecine. D'un autre côté, ils essayent aussi de savoir ce qu'a fait Elizabeth entre le 9 janvier où elle a dit avoir vu sa sœur et le 15 janvier. Le 25 janvier, un portefeuille noir et une chaussure sont retrouvés dans une poubelle pas loin du lieu du crime. Robert confirme que les affaires appartiennent à Elizabeth. Au même moment, le Los Angeles Examiner reçoit un colis avec des affaires appartenant à Elizabeth. Il y a des photos, un acte de naissance, une carte de sécurité sociale et un carnet d'adresses, avec plusieurs pages arrachées. Mais 75 noms sont lisibles. Sur le colis, il n'y a aucune empreinte, car la personne qui a envoyé les a effacés. Le LAPD interroge les 75 noms lisibles dans le carnet. Tous disent avoir rencontré Elizabeth une fois, dans des boîtes ou juste pour boire un verre ou manger. À la même période, des crimes similaires ont lieu dans Los Angeles, ce qui crée une panique. Et pendant ce temps, le LAPD essaye de découvrir le meurtrier d'Elizabeth, en vérifiant plusieurs témoignages et en faisant passer plusieurs interrogatoires. Mais malheureusement, tout cela ne donne rien. Et l'enquête stagne et les années passent. En 2003, Steve Odell, un détective privé et ancien enquêteur de la police de Los Angeles, a publié un livre intitulé L'affaire du dahlia noir, dans lequel il avance la thèse que son propre père, George Odell, aurait été le meurtrier d'Elizabeth, ainsi qu'un tueur en série responsable de plusieurs autres meurtres de femmes dans la région de Los Angeles entre 1943 et 1949, ainsi que d'autres meurtres à Chicago. George était un médecin spécialisé dans les maladies vénériennes. Il était bien connu dans les milieux sociaux de Los Angeles. Il avait des liens avec des personnalités de l'art et de la culture, notamment le photographe Man Ray. Dans son livre, Steve a émis des hypothèses sur un éventuel lien entre les mutilations infligées aux victimes et des œuvres d'art de Man Ray, en particulier les photographies intitulées « Les lèvres rouges découpées ». La thèse de Steve n'a pas été acceptée par la justice et les enquêteurs, car les allégations de Steve reposent en grande partie sur des preuves circonstancielles, et il n'y a pas eu de preuves concluantes reliant George au meurtre d'Elizabeth ou à d'autres crimes.
Il y a eu d'autres suspects pour le meurtre d'Elizabeth. Mark Hanson, un homme de 55 ans et directeur d'un nightclub, a été suspecté car il essayait de draguer Elizabeth, mais pour finir, ça a été prouvé que c'était pas lui et il a été mis hors de cause. Robert Manley a aussi été suspecté. Il a passé le test du détecteur de mensonges, puis relâché. Mais en 1954, sa femme l'a fait interner car il disait entendre des voix. À l'hôpital psychiatrique, les médecins lui injectent un sérum de vérité afin d'obtenir des confessions, mais sans succès. Voilà, cette vidéo arrive à la fin gentiment. Comme vous l'aurez compris, le meurtre d'Elizabeth à ce jour n'est toujours pas résolu, et personnellement, je doute qu'il le soit un jour. Si je devais donner mon avis par rapport à tout ça, je dirais qu'elle a été assassinée par quelqu'un qu'elle connaissait, et quelqu'un qui avait des connaissances effectivement en médecine, quoi, en chirurgie. Et je voulais dire aussi, il y a un truc qui m'a attristé quand j'ai fait le script, faisant mes recherches, c'est la réaction de son papa, qui était fâché contre elle depuis des années, juste parce que elle avait refusé d'être sa maîtresse de maison. Et à cause de tout ça, il a refusé de reconnaître le corps de sa fille. J'ai trouvé ça, mais alors ahurissant, et ça m'a un peu attristé. Mais enfin voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis et votre théorie, ça sera intéressant de savoir. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire. Bye bye.